Bonjour et bienvenue dans Regard des dirigeants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des contrôles fiscaux pour les entreprises. Et nous allons le faire avec vous, Stéphane Culbastien, puisque vous êtes avocat fiscaliste. Donc c'est un sujet peu agréable, mais en fait qui convient d'aborder, puisque les conséquences pour les entreprises peuvent être lourdes, tant sur le plan juridique que financier. Et surtout, chaque année, des milliers d'entreprises sont concernées par les contrôles fiscaux, et ces contrôles fiscaux sont amenés à être de plus en plus fréquents. Et donc, pour poser un peu le cadre, chaque année, la Direction générale des finances publiques publie son rapport. Et donc, selon les données, en 2022, il y avait environ 321 000 contrôles fiscaux qui avaient été menés, contre environ 288 000 en 2021. Donc ma première question, ce serait, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette hausse ? Est-ce que c'est dû à une politique de contrôle un peu plus agressive ? Est-ce que c'est le nombre de fraudes qui augmente ? Ou est-ce que justement il y a une meilleure manière de détecter les fraudes ? Alors déjà, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui dans cette émission par rapport à un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs malheureusement. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une politique agressive fiscale, surtout sur la détection de la fraude, parce qu'on est dans une volonté de récupérer le plus d'argent possible au niveau étatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité. On diminue le nombre de fonctionnaires, et bizarrement, on va prendre plus d'argent contrôleur des finances publiques, parce que ça a un réel impact aujourd'hui pour l'État de récupérer, de détecter de plus en plus de fraudeurs, d'un point de vue déjà de la fiscalité, de l'égalité de l'impôt, parce que nécessairement le fraudeur va mettre en place toute une stratégie plus ou moins élaborée pour justement éluder l'impôt de la meilleure manière possible. Donc pour lutter contre ça, l'État a fait un choix très simple, c'est que pour détecter le plus de fraude, il faut plus d'agents. Et plus d'agents, ça signifie de recruter à Bercy. Et donc, de mémoire, je crois qu'il y a eu plus de 1500 postes qui ont été créés pour justement arriver à détecter et à analyser le plus de dossiers possible. Et surtout, je pense qu'on y reviendra dans le cadre de cet échange, d'être aidé par l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait partie inhérente des outils qui sont à la disposition de l'administration fiscale pour justement aider à améliorer le nombre et la qualité de leur contrôle. Donc, c'est un vaste sujet sur lequel l'État a décidé vraiment d'avoir cette politique de mener à bien et d'avoir des contrôles de plus en plus poussés. Oui, donc un peu plus agressif. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans le viseur de l'administration fiscale ? Par rapport au dossier que nous avons à traiter, le cas le plus classique, c'est l'entreprise qui est créée qui ne déclare jamais rien. Donc bizarrement, c'est quelque chose qui peut faire sourire, mais ça arrive où certains créent une société, ne prennent pas forcément de comptable ou estiment qu'ils peuvent rouler sans ceinture de sécurité sur l'autoroute et se retrouvent en fait à pendant plusieurs mois, voire années, à ne rien déclarer. Et au bout d'un certain temps, l'administration fiscale regroupe les informations et se rend compte que certaines sociétés se sont retrouvées sans rien déclarer, ni la TVA, ni l'impôt sur les sociétés, qui est obligatoire chaque année. Après, vous avez également ça arrive aussi fréquemment que je vois au sein de mon cabinet, vous avez une TVA qui est déclarée, mais qui n'est pas payée par l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, l'expert comptable, par exemple, déclare une TVA déclarée chaque mois. La société ne le paye pas, soit parce que le client dit « je refuse de la payer parce qu'il n'a pas les fonds nécessaires ». Et à partir de là, vous pouvez avoir un premier courrier. Alors, les premiers courriers d'administration fiscale sont, entre guillemets, anodins. Ce n'est pas du recommandé. C'est-à-dire qu'on va vous adresser un courrier simple, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout de la quatrième fois, on va changer de ton, on va vous envoyer un recommandé. Si vous n'y répondez pas ou vous ne prêtez pas attention, ça va déclencher automatiquement un contrôle. Donc le contrôle, il est déclenché sur deux aspects. L'absence de déclaration, ce qui est dans un certain sens classique, mais qui arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on le croit. Et surtout, quand on ne prête pas attention, par exemple, à un document disant attention, vous n'avez pas déposé en temps et en heure, par exemple, votre comptabilité, ce qui arrive fréquemment, c'est-à-dire vous avez un délai pour déclarer votre comptabilité qui est précisé dans le livre de procédure fiscale. Si vous ne le déposez pas, vous vous exposez à des sanctions fiscales, à un contrôle fiscal automatique qui risque, l'administration va se poser des questions, le pourquoi du comment, et surtout quand on a aussi un décalage de déclaration de fiscalité. C'est-à-dire si vous ne déclarez pas en temps et en heure votre TVA ou vos comptes de société, automatiquement l'administration fiscale va trouver sa louche et va opérer un contrôle. Ça, c'est les cas, entre guillemets, les plus récurrents qu'on peut avoir. Après, il y a des cas beaucoup plus précis, beaucoup plus techniques. Mais je pense que votre émission ne me permet pas de faire un étalage sur plusieurs minutes encore. Mais c'est les deux cas les plus fréquents qu'on a au sein du cabinet, c'est cela.
Oui, bon, en tout cas, selon le rapport de l'administration fiscale, on peut voir justement que les postes les plus importants, c'est toujours la TVA ou l'impôt sur les sociétés. Mais donc, pourquoi ces deux postes en fait? Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y a des entreprises ou un type d'activité qui est un peu plus visé que d'autres? Alors déjà, la TVA, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas de l'argent qui vous appartient. C'est-à-dire que vous la récoltez au nom et pour les comptes de l'État. C'est-à-dire cet argent-là, quand je fais une prestation, par exemple pour mon cabinet, mes honoraires sont hors taxes augmentés de 20% de TVA. C'est la même chose pour toute entreprise, sauf certains domaines d'activité bien précis, mais on ne va pas aller là-dessus dans le cadre de cet échange. Vous récoltez 20%. Cette TVA, tous les mois, il faut la déclarer. Alors vous avez effectivement la possibilité de déduire de la TVA déductible par rapport à votre activité. C'est-à-dire que si vous avez par exemple de l'achat de matières premières ou d'éléments essentiels pour la pérennité de votre activité, si vous payez de la TVA, vous pouvez la déduire des encaissements que vous faites. Le problème qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les contrôles qui interviennent, c'est par rapport à vos encaissements et à la déduction qui est faite, il faut qu'on soit en adéquation. Si on ne l'est pas, forcément, on va déclencher un contrôle. Et l'État est très agressif sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui appartient à l'État. C'est de l'argent que vous récoltez au nom et pour le compte de l'État. Ce n'est pas de l'argent qui vous appartient à vous. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais un très gros contrôle fiscal qui a été réalisé pour un de mes clients. Et on a eu rendez-vous avec le contrôleur fiscal. Et le contrôleur fiscal, quand on est arrivé dans son bureau, parce qu'on a le droit d'avoir un échange avec le gestionnaire, si je peux l'appeler ainsi, de la personne qui contrôle la société, la première chose qu'il nous a dit quand on est arrivé, j'étais avec un confrère à moi dans ce dossier, il m'a dit très clairement, il m'a dit, Maître Culbastien, si c'est pour m'expliquer qu'effectivement, il a eu des soucis de trésorerie, moi je ne veux pas savoir, l'argent il a été encaissé, il appartient à l'État, il y a 20% qui nous appartient. Donc le ton était dit. Donc là-dessus, il y a très peu de tolérance de la part de l'administration fiscale, parce que ces 20%-là, c'est de l'argent qui n'appartient pas à l'entreprise, qui appartient à l'État. Et c'est pour ça qu'il y a une si grande agressivité sur ce point-là. Sur l'impôt sur les sociétés, par contre, c'est un autre registre. L'impôt sur les sociétés, il est calculé en fonction du bénéfice de l'entreprise, c'est-à-dire vous avez le chiffre d'affaires, et à la fin, il va rester un bénéfice. Vous avez une imposition qui est différente en fonction du bénéfice restant, puisque vous avez 15% jusqu'à 42 500 € de mémoire, et vous avez 25% au-delà. Donc là-dessus, c'est des contrôles fiscaux, mais qui sont beaucoup moins agressifs qu'au niveau de la TVA. D'ailleurs, on l'a vu, le cas du siècle, comme ils l'ont appelé, c'était l'affaire du carbone, où il y avait eu l'escroquerie, le carrousel à la TVA. C'est le dernier en date qui s'est chiffré à plusieurs milliards au niveau de l'Europe. Et on voit très bien qu'on peut tomber des fois sur des personnes qui arrivent à monter des carrousels quand même très sophistiqués d'un point de vue d'une certaine ingénierie. Et l'État est très attentif par rapport à ce type de fraude surtout. L'impôt sur les sociétés, c'est encore autre chose, mais qui nécessite, on va dire, un débat beaucoup plus technique. La TVA, il y a très peu de débats à avoir là-dessus. C'est de l'argent encaissé, c'est de l'argent qu'on doit redistribuer au bout d'un mois, comme on le fait, comme toute société doit le faire. Parce que peut-être, outre le cas de la TVA, sinon vous avez dit que de manière générale, l'administration fiscale était relativement ouverte à la discussion. Mais donc justement, si le contrôle fiscal mène par exemple à un redressement, qu'est-ce qui est possible de faire ? Sur le redressement fiscal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, il se passe en plusieurs étapes. Le contrôle fiscal, c'est pas, on va vous dire, voilà, vous devez tant. Ça ne marche pas comme ça. Le contrôle fiscal, il est déclenché en plusieurs phases. La première phase, la moins agréable. Alors, il y a des contrôles fiscaux qui sont uniquement sur pièce. C'est-à-dire que le contrôleur fiscal ne va pas venir chez vous, dans l'entreprise, et vous dire, voilà, je vous contrôle. Non, il va vérifier en fait les différentes déclarations que vous avez faites et va se rendre compte qu'en fait, il y a une incohérence sur les chiffres qui ont été déclarés. C'est-à-dire que si sur les comptes, vous avez par exemple 100 000 € d'encaissement et que vous dites que vous en avez 50 000 € à l'administration fiscale, ils vont recouper en fait les données et vont se rendre compte qu'il y a une réelle difficulté. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie communication entre les banques, l'État et ce que vous déclarez. Alors nous, on est dans un état déclaratif, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de contrôle, on va vous croire sur parole ce que vous allez déclarer. L'État, il va faire un contrôle a posteriori de votre déclaration. Il n'y a pas de déclaration en amont. Alors, on va revenir à quelques années en arrière. Maintenant, tous les salariés, ils payent leur impôt sur le revenu à la source. Ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on déclarait son impôt, on le payait, on pouvait l'étaler, on pouvait le payer en une seule fois, mais on le payait une fois qu'on avait reçu sa paye. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et si vous voulez, pour le type de contrôle encore pour les sociétés, on ne peut pas le mettre en place. Techniquement, c'est très compliqué, voire impossible à le mettre en place. Mais on a, si vous voulez, un contrôle qui est toujours a posteriori. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en fait, sur les déclarations fiscales qu'on a, il y a une incohérence. Et à partir de là, le contrôle va se déclencher. Donc, pour revenir à votre question,
Aujourd'hui, la sanction, elle va se réaliser sur une première phase qui va être une convocation, en fait, qu'on va vous dire, je mets à part le contrôle sur pièce, on va vous dire, écoutez, tel jour, telle heure, je vais venir dans vos locaux et je vais vous demander des explications. Donc, ce n'est pas un moment très agréable. Bon, il y a une règle de droit quand même bien normée on ne peut pas lancer un contrôle fiscal de cette manière-là. On est quand même en France avec des règles qui sont quand même assez strictes à respecter pour l'administration fiscale. Et ensuite, il va y avoir un débat contradictoire qui va être mis en place. C'est-à-dire que le contrôle fiscal va s'étaler la plupart du temps sur une durée de 3 mois, qui peut renouveler à une nouvelle fois de 3 mois s'il estime nécessaire. Mais et il va y avoir un dialogue qui va être fait entre le renouveler. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, il a besoin, c'est l'expert comptable qui fait cette demande? Alors, si vous voulez, l'administration fiscale, elle, quand elle va venir, elle va demander tout un ensemble d'éléments. Elle va voir si elle a tous les éléments qu'il lui faut pour contrôler l'entreprise. Une fois que, par exemple, il peut manquer certains éléments, des fichiers informatiques pour voir si la comptabilité informatique correspond aux encaissements qu'il y a eu, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, le contrôleur fiscal de lui-même peut dire moi j'ai besoin de 3 mois en plus, parce qu'il estime qu'en 3 mois, parce qu'il ne peut pas dépasser un certain délai. On ne peut pas faire un contrôle fiscal sur 10 ans. Le contrôle fiscal sera déclaré nul et non avenu. D'ailleurs, s'il ne respecte pas ce délai-là, automatiquement tout s'arrête. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quand vous avez un contrôle fiscal, il est normé et le contrôleur fiscal a une durée bien déterminée pour pouvoir effectuer ces contrôles. S'il le dépasse, le contrôle sera nul et non avenu. Donc ça, c'est encore une règle de droit à bien respecter pour l'administration fiscale. À partir de ce moment-là, le contrôleur fiscal, quand il vient une première fois dans l'entreprise, et comme ce n'est pas forcément très agréable d'avoir un contrôleur fiscal dans sa société, le contrôleur fiscal a la possibilité de dire moi, je peux faire mon contrôle fiscal dans le cabinet de l'expert comptable. Ça fait partie de la règle de droit. Donc la plupart du temps, en fait, à part le premier rendez-vous, il va aller chez l'expert comptable parce qu'en fait, c'est lui qui a les données numéraires. Et c'est plus agréable pour l'expert comptable et l'agent de contrôleur des impôts d'avoir de la matière et s'il a besoin d'un élément, de demander immédiatement au sachant. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et de là, il va y avoir une proposition de rectification. C'est-à-dire qu'il va vous dire, voilà, moi, mes constatations, c'est ça, ça, ça. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ma proposition de rectification ? Et c'est là qu'on apporte le contradictoire. C'est-à-dire qu'on va déterminer, alors la plupart du temps, ça va être par exemple des factures qu'on a déduites et qu'on va considérer qu'elles ne pourront pas être déduites. Donc, vulgairement, c'est un abus de bien social. Et à partir de là, il va y avoir une discussion avec le contrôleur. Lui, une fois qu'on a fait nos remarques, soit va les accepter en intégralité, soit va les accepter partiellement et va émettre un deuxième avis. Il va dire, voilà, moi je vous propose ça. Il peut y avoir un débat qui peut se créer. C'est un débat qui peut être aussi physique au sein du bureau de l'agent contrôleur. Il peut y avoir vraiment un véritable dialogue qui peut se créer. Alors, je ne vais pas vous mentir, tout dépend de la personne qu'on a en face. C'est un peu partout pareil. Il y a des gens qui sont très ouverts au dialogue, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Il y a le facteur humain qui rentre en considération, même s'il y a des circulaires au niveau de l'administration fiscale. Mais tout va dépendre de la personne qu'on a en face. On a des personnes au sein de l'administration fiscale qui sont très humaines, d'autres qui le sont un peu moins. On va avoir beaucoup plus de sévérité si on est récidiviste, puisque si on s'est fait déjà contrôler une fois et redresser, à un moment donné, il va y avoir moins de tolérance, si je peux me permettre. Et de là, on va avoir effectivement un dialogue qui va se créer et ensuite un titre exécutoire qui va être émis par l'administration. Après, il y a les voies de recours qui vont s'ouvrir pour l'avocat et pour le contribuable qui se fait redresser. Et comme en tout début d'émission, vous l'avez évoqué, donc le rôle de l'IA, on va faire une très brève conclusion à cet égard. Donc, quel est justement le rôle que va jouer l'IA dans les contrôles fiscaux qui vont être menés ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour contrôler le plus possible et de manière beaucoup plus efficace tous les chefs d'entreprise et j'ai envie de dire tous les particuliers aujourd'hui. L'exemple le plus frappant de l'intelligence artificielle, c'était pour contrôler les constructions de piscines. Donc d'ailleurs, ça a été un peu un fiasco parce que l'intelligence artificielle qui a été utilisée, elle a été utilisée sur une cartographie qui n'était pas forcément à jour. Donc certaines personnes qui avaient détruit des piscines se retrouvaient avec des contrôles fiscaux alors que la piscine était détruite depuis des années. Donc ça peut faire sourire, mais quand vous êtes contribuable, que vous avez un certain nombre d'années, que vous retrouvez à voir l'administration fiscale qui vous envoie des courriers, automatiquement vous prenez peur. Parce que c'est quand même une administration qui fait peur aujourd'hui. C'est l'une des rares administrations, et je pense que même vous, Diane, vous avez pu peut-être en avoir eu les écueils, elle n'a pas besoin de décision judiciaire. C'est-à-dire si vous ne payez pas votre amende,
Vous vous réveillez le matin, vous avez un ATD sur votre compte, c'est-à-dire un avis à tiers détenteur, où on vous saisit une somme, vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous avez un titre, et on va vous dire, voilà, il y a 375 € qui ont été saisis sur votre compte. Alors la plupart du temps, ce n'est pas grave, puisque c'est des amendes routières, de stationnement ou d'amendes que vous n'avez pas réglées, mais l'administration fiscale est la seule administration qui dispose, sans décision judiciaire, avec un unique titre exécutoire, de vous saisir une somme d'argent sur votre compte bancaire. C'est quand même assez extraordinaire sur un état de droit, puisque quand on veut récupérer de l'argent, on est obligé de passer par la case du tribunal, ce qui n'est pas le cas de l'administration fiscale aujourd'hui. Donc, il y a un peu deux poids, deux mesures, parce que la plupart du temps, en tant que contribuable, on se retrouve face à un système où on ne peut rien faire ou pas grand-chose. Donc c'est une situation qui est un peu inégalitaire, moi je trouve, et sur lequel, malheureusement, la règle de droit est du côté de l'administration pour récupérer le plus d'argent possible, tout simplement. C'est un peu le constat que nous avons au cabinet. Après, ça correspond à un certain type de contentieux. Pour le contentieux de contrôle fiscaux, vous avez tout un type de voie de droit qui est permise et autorisée. Et on ne peut pas se permettre de faire des saisies à tiers détenteurs sur les comptes des sociétés ou des clients de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane de nous avoir parlé des contrôles fiscaux pour les entreprises. J'espère que ça a été... J'ai essayé de vulgariser ça au maximum pour que ça soit accessible. C'est le but. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.